Donc pour Emmanuel, est-ce que le fait de séparer les personnes en situation de handicap et les valides crée pas de la discrimination au sein du sport, enfin dans le sport? Alors tu veux dire que le fait que il y ait les Jeux Olympiques d'un côté et les Jeux Paralympiques de l'autre? Ouais, c'est ça. Alors après, c'est une histoire souvent de logistique, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 athlètes aux Jeux Olympiques, il y en a 4 000 aux Jeux Paralympiques. Une ville qui est capable d'accueillir 14 000 athlètes, donc ça veut dire quand même avec tous les accompagnants, les coachs, les équipes, c'est un peu compliqué à trouver. Et puis en fait, après, il y a des aménagements à avoir pour les pratiques. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde sache que les deux existent. Et je pense que les athlètes vont aussi souvent dans des clubs valides. Donc les échanges, je pense, sportifs existent. Donc pour moi, le chemin est encore long. Un jour, n'importe qui pourra pratiquer dans n'importe quel club. Mais en tout cas, moi, je ne crois pas que le nerf de la guerre soit sur le fait que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques soient en même temps. Merci. Bravo. Donc une question pour Gérard. J'aimerais vous demander comment êtes-vous devenu président de la Fédération française handisport, et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé pour le devenir, pour aller si haut? D'abord, on ne va pas écouter Grégory, ça sera beaucoup plus simple, parce qu'il a dit textuellement qu'on a beaucoup couché. Ça m'aurait pas déplu. Mais comment on devient président d'une fédération? Je pense que presque tous les présidents, en fin de compte, ont débuté d'abord comme athlètes, comme sportifs. Puis après, ils ont passé dans la case du haut niveau. Et puis au bout d'un moment, c'était plutôt dans le bas niveau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est très difficile parce que eh bien, j'allais dire l'âge arrivant. Et quand on aime ce que l'on a pratiqué, quand on aime ceux et celles qui vous ont aidé aussi à pratiquer, immédiatement on s'inscrit dans un comité directeur qui est celui le plus proche qu'il y a, et après on rentre dans un club, on devient président d'un club, puis après président d'un comité départemental, puis après président d'une fédération. C'est un cheminement pratiquement naturel. Alors comment on devient président de la fédération? Moi, vous savez, je n'étais pas du tout inscrit dans mon programme, et un beau jour, quand on est au comité directeur et que le président a un problème de santé, on se regarde et puis tiens, on dit tiens, celui-là il est pas mal et tu vas y aller. Mais je pense que ça ne s'inscrit pas dans une logique rigoureuse, hein. On le devient à condition qu'on ait une belle équipe autour de soi. Et je crois que c'est au sein de cette équipe qu'à un moment donné, on choisit un qui signe le papier en bas, mais ça n'existe pas un président tout seul. Si ça existait, ça serait bien dommage. Donc on devient président d'une belle équipe et qui après eh bien, fait rayonner tout autour de soi quelques idées, quelques principes. Question à Gérard encore. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir voir les scouts? Là, c'est vraiment pas la question qu'il fallait me poser. Je crois qu'à 9 ans ou 8-9 ans à peu près, je suis rentré dans le scoutisme parce que ça faisait partie d'une culture de ma famille. On était nombreux, on était 9, tous mes frères et sœurs. J'ai une seule sœur, hein. Mes 8 frères ont été scouts. Mes parents nous ont donné une éducation à l'époque qui était dans cette voie-là. Mon père ne l'avait jamais fait, ma mère non plus, mais nous, on est rentrés là-dedans. Et ce qui fait que j'ai envie de dire qu'on prenait le pantalon du grand frère, et comme j'étais le dernier, moi j'ai pris le short du grand frère. Ce que j'expliquais, c'est qu'on avait des shorts en velours. Et puis quand je suis venu ici, j'ai eu ma larme à l'œil avec Valérie Fournéron parce qu'elle aussi en avait fait partie. Et je le dis souvent, et c'est pas des blagues, c'est pas parce que je suis là ce soir, c'est grâce peut-être à ça qu'un beau jour, à 21 ans, quand je me suis retrouvé au fond d'un plumard avec un certain nombre de fractures, j'avais 17 fractures, je pense que je me suis rappelé cette période, et je disais tout à l'heure, Grégory, je vais vous le dire, c'est vrai. Les seuls qui sont venus me voir, parce qu'à un moment donné, les copains ils s'en vont parce que c'est difficile, c'est pas qu'ils m'aimaient plus, c'est difficile. Les seuls qui sont revenus, c'était les scouts. Et voilà, c'est tout. Et puis voilà. Bon, je veux pas en dire beaucoup plus, mais parce que ça, j'ai beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Moi j'ai une question pour Emmanuel. Est-ce que l'objectif des athlètes paralympiques est d'obtenir la notoriété des athlètes valides? La même notoriété? Oui. Oui, je pense que surtout ils ont envie d'être reconnus comme des athlètes à part entière, c'est-à-dire de dire que leurs performances, elles sont autant de valeur que leurs performances qui peuvent être faites par les athlètes olympiques.
Maintenant, j'espère qu'ils vont garder les valeurs qui sont les leurs, de pouvoir venir vous voir, parler avec vous tout simplement, et pas forcément d'avoir un casque sur les oreilles et de regarder par terre. Donc voilà, il y a en même temps l'envie d'être reconnu comme athlète à part entière, et en même temps cet esprit qui les anime, j'espère, et qui garderont sur la simplicité et le partage avec le public, et puis voilà, avec les jeunes, et j'espère qu'ils vous ont apporté du bonheur et qu'ils ont pu échanger avec vous avec une proximité peut-être qui n'existe moins dans les compétitions valides. Donc moi une question pour Grégory, pourquoi ce rôle dans les championnats? Alors, pourquoi ce rôle dans les championnats? Alors déjà parce qu'on me l'a proposé, j'en étais ravi. Moi, le handisport, je connaissais très peu. Alors, ce qui est très marrant, je sais pas si tu t'en souviens, Gérard, mais en fait, une des premières épreuves que j'ai faites dans Top Chef, c'était au Lutetia, et c'était pour la FFH. Et c'est que j'ai gagné, d'ailleurs, j'étais très content. Et ouais. Et c'est vrai qu'en plus quand j'ai commencé, en fait on a cuisiné toute la matinée, on savait pas pour qui c'était, et quand on arrive, et là on est dit c'est pour la Fédération Française Handisport, et là j'ai trouvé ça super cool. Bon bref, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la FFH. Moi j'ai fait pas mal de sport étant plus jeune, mon handicap est de naissance, mais je sais pas pourquoi j'avais pas envie de faire du handisport. Bon, ça s'est présenté comme ça. Moi j'ai découvert le handisport l'année dernière. Aux Jeux Paralympiques de Londres, où je me suis rendu pour faire des chroniques pour Blog Handicap, avec qui je continue de faire des choses, et TV5 Monde. Et là, j'ai trouvé un truc formidable. Alors déjà, j'ai rencontré les athlètes parce qu'on était vraiment en contact avec eux. Je me souviens avoir fêté avec Perle Bouge et Stéphane Tardieu leur médaille. Enfin, vraiment des trucs, c'était d'enfer. Et du coup, j'ai aussi rencontré les gens de la FFH, que ce soit Gérard, Xavier Bachimon, Benoît Etek, qui travaille toujours pour Audemoulin. Et je sais pas d'ailleurs comment il se fait. Bon, bref, ils m'ont proposé. Et alors, ça permettait de mettre en avant le handicap et enfin le fait qu'on pouvait être performant. Et là je citerai Gérard qui a donné une interview, je sais plus à qui, où tu disais justement que ce que tu voulais maintenant, c'est qu'on dise plus, parce que c'est facile de dire ouais c'est super, les sportifs handisport ils sont pleins d'abnégation et de courage, ils pourraient rester dans leur lit, ils vont courir sur une piste. Ouais, ça c'est déjà pas mal, mais il y a surtout une notion de performance. Ce sont des athlètes de haut niveau et ils se dépassent tous les jours et ils sont des vrais athlètes. Quand on va les voir courir autour de la piste, quand on les voit, enfin juste on les voit torse nu, moi ils me font halluciner les gars, je passe en rampant parce que j'ai un peu honte à côté d'eux quoi. Et donc je trouvais que mettre ça en avant, et en plus que ce soit dans ma belle ville de Lyon, la plus belle ville du monde, c'était une super proposition. Et donc voilà, j'ai pas hésité un seul instant, et au contraire j'ai été déjà très heureux et très touché qu'on pense à moi. C'est une réponse à rallonge. C'est une belle réponse. La dernière question pour Grégory. Est-ce que l'absence de votre bras gauche a été un gêne pour vous dans votre métier? Alors, déjà au départ c'est pas mon métier la cuisine. J'ai fait de la cuisine suite au... Enfin j'ai toujours cuisiné chez moi, mais au départ je faisais de la com. Et c'est suite à Top Chef que je me suis dit que finalement j'étais pas plus mauvais que certains et que je pouvais peut-être ouvrir un resto et en faire un métier. Alors déjà c'est pas l'absence de bras, enfin de main en l'occurrence, parce que moi c'est une naissance, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'on me demande aussi parfois si je sens mes doigts. Parce qu'il y a les douleurs fantômes quand on a été amputé. Moi j'ai pas été amputé, donc je pleure pas la perte de quoi que ce soit. Et si du jour au lendemain je me retrouvais avec une main gauche, je serais plus emmerdé qu'autre chose. Donc non, ça m'a pas gêné. Après c'est vrai que j'ai peut-être un certain esprit de contradiction à vouloir faire un métier manuel avec une seule main, mais ça m'a jamais gêné et je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. Et je pense que ça c'est aussi le fait de l'éducation. J'ai eu la chance d'avoir une famille, un entourage, des amis qui m'ont toujours poussé sans pour autant me mâcher le travail. Et du coup quand il a été question de faire ça, je me suis même pas dit mon Dieu t'es bête, avance, fais autre chose, essaye d'utiliser ta tête, parce qu'en plus là j'aurais été sacrément emmerdé parce que je suis moins calé en la matière. Merci beaucoup. Et est-ce que moi je peux juste rajouter un tout petit truc, parce que voilà, j'avais vraiment envie de le dire, que sans vous ces championnats du monde ils n'auraient pas cette tête là, et donc on vous remercie vraiment beaucoup parce que les athlètes font un gros boulot mais vous aussi, donc merci à tous pour tout le travail que vous faites. Moi ça me touche beaucoup et je suis contente que vous ayez été là et vous êtes partie de la réussite de ces championnats. C'est vrai.